Bonsoir. Moi, c'est Julia, Data Scientist à Xebia. On va présenter ce soir avec Michael. Avec Michael, développeur mobile chez Xebia, donc pas du tout Data Scientist. Mais incrusté au monde de la data. Exactement. Alors, en fait, cette présentation, on l'a fait à l'aide d'un jeu de données. Oups, je suis devant. D'un jeu de cartes, pas de données, qui est fait sur le modèle des Sneaky Cards. En gros, c'est des défis qu'on a relevés. Après, on peut traquer les cartes, les passer à des collègues. Et on va voir ce qu'on a utilisé ce soir. Premier défi, coder un use case IoT sur Raspberry Pi dans ce cas. Et venons au concret. Je présente un projet qui est au croisement entre la data et l'IoT, où on va essayer de calmer un bébé avec du machine learning sur un Raspberry Pi. Tout est né quand j'ai connu mon nouveau, tout petit et tout puissant. Et donc, en fait, en réalité, en parlant avec mon frère, il me disait que souvent, quand son bébé, son fils se réveille la nuit, c'est pour des raisons un peu banales, type il a perdu son doudou, il faut lui donner le doudou pour qu'il se calme et se rendort tranquillement. Donc, si sur une nuit normale, ce qui se passe, c'est que le bébé il se couche, il s'endort, il voit un fantôme, il commence à pleurer et c'est les parents qui doivent se lever pour le calmer et pour qu'il se rendort. Alors, ce que je veux faire, c'est que dans ces cas fantômes un peu banal, pas très sérieux, c'est de substituer les parents avec un Raspberry Pi qui écoute le bébé pendant la nuit. S'il pleure, il va déclencher une berceuse pour voir s'il se rendort tout seul. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Raspberry Pi, c'est un mini ordinateur qui fait la taille d'une carte bleue, qui est vraiment pas cher. Il n'est pas très puissant, mais c'est un ordinateur à tous les effets. Et en fait, le but principal d'un Raspberry Pi, c'est de faire de l'apprentissage, de permettre d'apprendre plus facilement l'informatique, les langages de programmation. Et il m'a aussi appris beaucoup de choses, donc ça marche. Donc les objectifs du projet, très concrètement, c'est de faire de la reconnaissance de son en temps réel. Plus largement, c'est de montrer l'implémentation d'un projet de machine learning de A à Z, c'est-à-dire à partir de la récolte des données jusqu'au déploiement sur un Raspberry Pi. Alors, deuxième défi, utiliser un algorithme de machine learning. Bon, je suis data scientist, du coup ça c'était facile, mais quand même. Sur un projet de machine learning, en fait, tout commence par une question, on répond à une problématique, et selon cette problématique, on va chercher des données pertinentes. Alors dans mon cas, le problème est de faire de la reconnaissance de son. Donc je suis allée chercher des données qui sont des sons d'environnement et des sons de pleurs de bébé. Ce qui est très important, c'est que ces données doivent être qualifiées. On doit connaître l'information exactement sur quelles données on a, si c'est un pleur de bébé, si c'est un chien, si c'est un chat. Cette information en fait, est utilisée après par le modèle pour apprendre. Deuxièmement, une fois qu'on a les données brutes, on fait une étape de machine learning, qui est une étape de nettoyage de données, de simplification. On va en gros essayer de trouver des attributs qui vont simplifier le jeu de données. Et aussi, l'objectif c'est aussi de rendre notre algorithme de machine learning le plus... il faut qu'il puisse généraliser et non pas juste apprendre par cœur sur les données d'entrée. Donc une fois que les données sont propres, on les passe à notre modèle qui, basé sur ces attributs et sur les étiquettes dont on avait parlé, il va apprendre à distinguer les différentes catégories. Et une fois qu'on lui donne un nouveau signal, il va le classifier selon les catégories d'entrée.
Mon jeu de données consiste donc de 4 catégories. Le pleur, qui est ma classe cible. Le rire de bébé, qui est quelque chose d'assez similaire finalement. On peut se dire que ce serait bien de distinguer les deux. Du silence, parce que autour d'un bébé qui dort, on est supposé avoir du silence. Et le bruit, tel que un chat qui miaule, un chien qui aboie, sinon aussi il y avait de l'orage, et papa qui ronfle. Donc j'ai 108 enregistrements par classe. Et avant de rentrer un tout petit peu dans les détails, je vais juste parler rapidement sur de traitement de signal. Alors si on s'imagine un son le plus simple possible, ce qui est un son pur, comme pour être un La. Voilà, on va l'entendre. Et on va l'entendre. Mais le plus fort peut-être, sur ton Mac. Ah non, mais il n'est pas... Il sort sur le vidéoprojecteur. C'est vrai? C'est pas cool ça. Bon, on va l'entendre comme ça alors. Voilà. Vas-y. Très bien. Ça va me poser un petit problème pour après, mais bon. Voilà. Donc, ces sons, d'un point de vue... c'est un son très simple, c'est une note. D'un point de vue mathématique, ça se représente assez facilement comme sinusoïde. Ce qui est important, c'est que c'est une fonction mathématique qui se répète égale à soi-même dans le temps. Et ce qui est important de retenir, c'est que c'est caractérisé par une fréquence. Donc voilà, c'est un peu la vitesse à laquelle il se répète égale à soi-même, c'est cette fréquence. Alors si on pense à un son un peu plus complexe, tel que des notes, en fait chaque note est caractérisée par une fréquence, et du coup mathématiquement ça se représente plutôt comme ça. Donc il y a une somme de sinusoïdes simples à différentes fréquences qui donnent quelque chose de plus complexe. Et alors, un pleur de bébé, voilà, c'est encore plus complexe. Et ça, c'est juste un exemple sur le teinte de signal que j'ai dans mon jeu de données. Tous les signaux correspondent à 5 secondes d'enregistrement, échantillonnés avec comme la qualité d'un CD de musique. Ce qui fait, d'un point de vue de l'ordinateur, que chaque son est représenté par plus de 220 000 points qui ont le jeu de données assez conséquent. Donc, on revient à la fréquence. Ce qui est très intéressant de faire, c'est de transformer le son dans le temps à la fréquence. Donc, on va chercher ces caractéristiques fondamentales de signal. Et par exemple, donc là c'est à gauche le pleur de bébé, c'est un son plutôt aigu, et on voit qu'il a des composantes en fréquence, c'est les lignes blanches autour de, on va dire, la valeur n'est pas très importante, mais on va dire que c'est là. Si on compare avec un ronflement, qui est un son beaucoup plus grave, on voit que ces composantes en fréquence sont beaucoup plus proches de 0. Donc la fréquence, c'est quelque chose qui donne l'idée d'un son aigu ou d'un son grave. Alors c'est grâce à cette transformation que j'ai extrait toute une série de features. Ça c'est quelque chose d'assez classique dans l'analyse de son audio. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, cette transformation me permet de transformer chaque donnée, chaque signal. De 220 000 points, je passe à 18 points. Donc, ce qui simplifie beaucoup mon jeu de données. C'est un peu comme disait Thibaut, la réduction de dimension, passer de 15 à 2 dimensions. Voilà, là, je suis passé de 220 000 à 18. Et tout ça, c'est important justement pour que le modèle n'apprenne pas par cœur sur le jeu de données d'entraînement. Donc le modèle, j'ai entraîné un support vector machine
C'est un algorithme de machine learning assez classique que j'ai validé et que sur mon jeu de données d'entraînement a des assez bonnes performances. Donc ça, c'est pour l'apprentissage. Quand je passe en prédiction, je ne me contente pas de juste enregistrer 5 secondes et faire la prédiction. J'enregistre un son un peu plus long. Je me dis, le bébé commence à pleurer un peu. Enfin, j'essaie de capter un peu plus d'informations. Par contre, je la coupe quand même en 5 morceaux de 5 secondes avec chevauchement. Et seulement si au moins 3 sur 5 de ces morceaux, je prédis que c'est un pleur de bébé, je déclenche l'action de jouer la berceuse. Alors, vous l'avez compris, il y a un peu deux univers. L'univers de ma machine, que dans ces cas un Mac, mais ça pourrait être un Windows aussi, et le Raspberry Pi. C'est le monde un peu de l'apprentissage et de la prédiction. Et cette différence est due principalement à la puissance, la différence de puissance de calcul des deux machines. Donc le Raspberry Pi, je dis ça coûte pas cher, mais voilà, il ne vient pas avec beaucoup de ressources. Et juste pour indicativement, pour lire le jeu de données, faire le feature engineering et entraîner le modèle, sur mon ordi a pris à peu près 1 minute 30. Pour faire la prédiction, du coup, enregistrer un son, le transformer et appliquer le modèle, ça prend à peu près 30 secondes sur le Raspberry Pi. Donc l'entraînement, ça aurait été difficile. Pour mettre ensemble ces deux univers, j'ai en gros codé tout ça en Python. J'ai packagé mon code, j'ai sauvegardé le modèle avec Pickle, on livrera les Python, et je les ai mis sur le Raspberry Pi. Pour faire tourner tout ça, j'ai utilisé Docker, et c'est Michael qui va vous parler de ça. Juste la carte. Ah oui, donc on va jouer la carte Docker. Très bien, merci. Du coup, Docker, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va expliquer pourquoi on est parti là-dessus et comment on va s'en servir. Donc au début, Julia me dit j'ai du Python, ça tourne sur mon Mac, il va y avoir des bindings en C parce qu'on a pas mal de bibliothèques, on a du traitement de son. En fait, il y a aussi d'autres librairies, on a NumPy, LibreOssa, et encore d'autres, on a du Fortran, on a du Scikit, et donc on prend le Raspberry Pi, et donc on commence à installer tout ce qu'il faut. Donc on vérifie que c'est les bonnes versions de Python, on part du Debian qui marche sur Raspberry Pi, donc il faut vérifier que les bindings, tout ça, ça casse pas, qu'on a les bonnes versions, les bons modules, sachant qu'elle était sur Mac et pas sur Debian. Ensuite on se dit, on a modifié, donc on va peut-être réinstaller tout ce qu'on a fait pour vérifier que si quelqu'un clone le dépôt, ça marche toujours. Donc on recommence, on reprend Python, on reprend Debian, etc. Donc c'est un peu long. Et à partir du troisième Raspberry Pi, on peut commencer à se dire que c'est un peu time consuming. Donc il y a plusieurs solutions que vous connaissez sans doute qui peuvent aider à déployer des univers assez facilement. Donc on a du VirtualBox, on a du VMware. Le problème de ça, par la conception de ces outils et par ce qu'ils vont apporter, c'est radicalement, c'est impossible de faire tourner ça sur un petit Raspberry Pi. Pour faire très simple, donc les machines virtuelles, ça va plutôt émuler un OS complet avec la gestion des drivers, avec une carte son virtuelle et tout ce qui va aller avec, alors que sur du conteneur, Docker en l'occurrence, on va plutôt penser application. Donc nous, ça correspondait plus à ce qu'on voulait. On voulait pouvoir déployer l'application, les bibliothèques qui allaient bien et pouvoir démarrer ça sur Raspberry Pi. Hop, il y a une slide qui a sauté, je crois. Il manque une slide. Bon, on va faire comme si elle était là. Donc entre les deux, on va décrire notre fichier de recette. Donc on va dire, je pars de Debian, je vais installer NumPy, je vais installer LibreOssa, je vais installer tout ce qu'il faut. Et l'intérêt de Docker, c'est qu'on va pouvoir développer en disant, je veux être dans un environnement Debian, depuis un Mac, depuis un Linux, depuis un Gentoo, depuis n'importe quelle distribution, et on va être sûr que ça va tourner dans un Debian. Donc une fois qu'on a figé notre environnement en disant j'ai besoin de telle version, de telle librairie, on va l'envoyer sur le Docker Hub, qui est un peu le GitHub des images Docker, et donc on va fournir une image qu'on peut télécharger qui va contenir l'ensemble des bibliothèques requises. Donc on a fait deux images, il y en a une pour un Raspberry Pi 2 et une branche Latest qui est compilée à partir de la dernière version du fichier. Et donc au final,
les seules dépendances qu'on va avoir pour lancer le programme sur un Raspberry Pi, c'est Docker. Et on va lancer tout en une seule ligne de commande. On va dire Docker run -rm, c'est pour supprimer automatiquement ce qui a été créé et alloué à la fermeture du programme. On va partager la carte son pour pouvoir y avoir accès depuis le conteneur Docker. On va forwarder le dossier courant, tout simplement pour que ce soit plus simple d'accéder au fichier source. Et puis on va partir de l'image Docker, qui elle contient donc Python, les dépendances, les bibliothèques, et on va lui demander de lancer un script. Et donc tout ça va permettre au conteneur, et au Raspberry Pi de juste télécharger 300 mégas une fois, de ne pas devoir installer les bibliothèques, de recompiler toutes les bibliothèques en C, etc. Ce qui va assez vite sur un ordi classique, mais sur un Raspberry Pi, ça nous prend des heures. Voilà. Donc pour résumer, le bébé va se coucher, on l'enregistre, et s'il commence à pleurer, après on joue la berceuse et on voit s'il se rendort. Alors, j'ai une vidéo. Hop, et, on va essayer une solution. Ouais. Hop, ah, t'as pas le son. Hop. Ah oui, c'est parfait. Alors, attends, on met un grand. Alors, ce que on va faire, je le lance. Ce que je fais là, je suis connecté à un SSH sur le Raspberry Pi. Mon bébé, c'est une vidéo YouTube qui pleure. Et là, il commence, il a enregistré et il me demande c'est quoi la prédiction. Donc, on voit que ça prend un peu de temps pour arriver. Le son va arriver, ça c'est normal. Là, il l'a reconnu. Et du coup, il y a la berceuse qui est partie. Alors, le matos n'est pas très baby-friendly, mais c'est pas grave. Le bébé, il s'est arrêté parce que j'ai arrêté le son de mon ordinateur, c'était insupportable. Voilà, il y a du marge d'amélioration. Mais donc là, j'évite de vous montrer toute la berceuse, etc. Mais en gros, à la fin de la berceuse, il s'arrête. Et j'ai un moment j'ai des compteurs et il lui recommence à enregistrer. Donc c'est pas non plus du temps réel à la seconde près, du tout même. Et voilà, donc là j'ai Prediction 1, il a reconnu une fois, il a joué la berceuse une fois, et donc j'ai mon bébé qui a pleuré une fois. Comme ça le matin je peux vérifier je compare entre combien de fois je me suis levée et combien de fois il a joué la berceuse. Donc, en conclusion, c'est un peu pour montrer du machine learning au-delà d'un POC. En fait, le fait de devoir transposer, de sauvegarder le modèle ailleurs que sur mon ordinateur, ça fait déjà une grosse différence par rapport à quand, comme beaucoup de data scientists, on travaille sur notre notebook et que le jeu de données d'entraînement et le jeu de données de test sont tout près là pour les utiliser directement. Et du coup, ça permet un peu de montrer la démarche pour avoir un projet reproductible et automatisé. Et aussi, c'est un exemple à petite échelle, mais de ce qui peut nous arriver à mission, d'avoir soit de jeux de données, que ce soit du big data ou de pas big data, mais en gros, la démarche est là, et c'est des projets qui ont de l'intérêt business derrière. Donc voilà, nous, on a joué notre carte. Pour les 3 premières questions, on va donner les cartes. 4 ? Non, 3, parce qu'il y a une surprise. Voilà. Donc, c'est tout pour nous, si vous avez des questions.